Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission NBA débat, débaff et des beaufs. Pas que vous aimez le basketball? Oui. Hein? Avec nos deux beaufs préférés, Jean-Jo et le docteur Jean-Éric et moi-même, Bill et Bob. Ils sont tellement sympas, ils vont jamais boire de bière entre eux. On est assez excités quand même parce que là, on est tombé sur le match qu'il fallait regarder entre Denver et Utah, remporté par Utah à domicile avec un petit match vite fait du sosie de Jean-Éric, Bogdanovic, qui nous fait un petit, alors je te le ressors 2 secondes, qui nous refait un petit 48 points à 16 sur 23 au tir, 8 sur 11, c'est n'importe quoi, avec 8 rebonds en bonus track. Et en face, il y avait Jean Porter là qui a fait un bon petit match avec 31 points notamment. Le match a été remporté par les Jazz 127 à 120. On va parler de ce match, on va parler de ces deux équipes-là. On va également parler de la conférence Ouest. Je propose qu'on se lance direct, on y va. Honneur au plus vieux, cette fois-ci. Docteur Jean-Éric, qu'est-ce que tu as à nous dire sur les perdants de ce match, les Denver Nuggets? Match solide quand même. J'ai été très surpris par la taille de leur 5. Je trouve ça très anachronique. Ils ont quand même un sac majeur avec au poste extérieur. Une fois qu'on a passé le petit Campazzo, ils jouent avec Porter Junior et Millsap, qui est quand même un 4 de base. Alors, il faut 3, mais voilà. Plutôt un C'était le 4. 4. Gordon, c'était le 3, quoi, on va dire. Mais c'est vrai que c'est les mêmes postes Ouais. au final. Bon, voilà. En gros, avec 2 4 et et un 3,5, parce que Porter Junior, physiquement, il peut carrément jouer 4 dans la NBA moderne. Non, c'est vrai qu'ils payent leurs absences indéniablement. Hein. Alors, il y en a un qui reviendra pas, mais on espère pour eux que les autres absences seront compensées. Surtout Barton, juste un petit point là-dessus. Donc il y avait Murray absent évidemment qui s'est défoncé le genou et Barton qui était pas là, qui est quand même un membre important, notamment dans les postes arrière ailier. Et en face, il y avait évidemment Mitchell et Conley qui étaient blessés. Donc j'étais un peu dégoûté quand j'ai vu ça, mais au final, on a quand même vu un match pas mal. Vas-y, continue. Ouais, ben c'est exactement ça. On peut rappeler qu'à la base, toi, tu voulais à tout prix qu'on se tape New York Phoenix, et heureusement qu'on t'en a empêché. Même si, en effet, je suis en mode soutien à mon mec parce que c'est compliqué cette fin de saison et qu'il est en période contrat, donc j'espère qu'il trouvera un bon poste. Mais c'est vrai que c'était un match vraiment sympa, de l'intensité. Ça sent bon les playoffs. Défensivement, ça restait un peu léger, je trouve. Très léger. À un moment, on n'a pas envie, et ben, faut revenir. Il faut revenir. Surtout, enfin, on parlera après d'Utah, mais quand on a une des meilleures équipes. Mais alors Denver, de la qu'est-ce que tu en as ligue, pensé? voilà. C'est un jeu sympa. Je trouve qu'ils sont, malgré cette grande taille, ils sont plutôt bien équilibrés. Je pense que Gordon, il faut pas qu'il tire à 3 points. Hein. Ça fait des années qu'on le sait, mais lui, il a toujours pas compris. Mais globalement, c'est pas mal. Ils ont fait un début de match solide. Ils ont bien tenu. Mais je pense que la clé du match, c'est la régularité. Parce qu'on voit les points marqués par quart-temps qui s'effondrent doucement à Denver, alors que Utah, c'est très impressionnant. Ils mettent 40 points au premier quart et après, c'est 29, 29, 29. Les mecs, ils sont hyper constants. Est-ce que Denver piochait à la fin? C'est pas exclu. Jokic, on le voit pas trop, et puis il finit avec une ligne de stats complète qu'il en peut plus. Il marque des points, il fait quoi, 13 passes, un truc comme ça, voilà, 24 points, 13 passes, 9 rebonds, tout va bien. C'est un petit match pour lui, hein. C'est ça qui est ouf. Hein. C'est un petit match, alors que c'est on le des voit stats pas, en fait. vraiment de ouf. Il passe un peu, on le voit pas trop sur le match. Ok, Donc, on le voit pas. Denver agréable. Je vous avais dit la semaine dernière il y a 2 semaines, que je voyais bien une finale NBA entre Denver et Philly. Je pense qu'ils peuvent le faire, même si là, sur ce match-là, clairement, au moins le retour de Barton pourrait changer la donne. Mais voilà. Ok, on laisse Jean-Jo et moi-même rebondir là-dessus. Jean-Jo, qu'est-ce que t'en penses du jeu de Denver, pardon, et notamment la remarque de Jean-Éric qui dit que Jokic, on l'a pas trop vu. Est-ce qu'il pèse vraiment sur ce match-là comme il aurait dû, selon toi? Alors justement, alors petit teaser, ça va concerner ma chronique de tout à l'heure. Moi, il y a un point qui m'a dérangé un peu chez Jokic. Alors il met 24 points, mais il prend que 11 shoots. On parle d'un mec qui est potentiellement le MVP de la saison. Son équipe perd. Je pense qu'il aurait dû shooter plus, prendre plus ses responsabilités. Alors il y a Porter Junior qui fait le taf, qui prend lui aussi, enfin qui a pas peur de shooter, qui met dedans.
mais la star de l'équipe, c'est Jokic. Et je pense que 11 shoots, c'est un petit peu léger pour un joueur comme lui sur ce match, en l'occurrence. Il y a des moments dans le match où tu t'es dit qu'il aurait dû prendre le shoot. Tu l'as vu refuser des shoots? Bah c'est pas vraiment refusé parce que pour le coup il force rien, donc on peut pas lui en vouloir. Hein, il force rien, mais justement quand quand t'as cette responsabilité de leader l'équipe, parfois faut peut-être forcer un peu pour que ça rentre, quoi. Alors après, Denver fait un bon match. Denver fait un bon match. Ils sont quand même bien aidés par Clarkson, qui est un énorme croqueur, mais on y reviendra. Mais derrière, je pense que Jokic doit beaucoup plus tenter. Après, la défense de Gobert est bonne. Hein. La défense de Gobert dessus est bonne, justement. Mais je sais pas, 11 shoots, je trouve ça trop léger. Trop léger pour un joueur comme lui. Ok, moi de mon côté, je suis pas tout à fait d'accord avec ces remarques-là, parce que quand on regarde vraiment la physionomie du match et la façon dont jouent les Nuggets, ils ont un jeu assez atypique. Alors, pratiquement toutes les équipes NBA maintenant cherchent un point de fixation dans l'axe, que ce soit sur du pic ou, et là, une fois avec Jokic qui a un rôle presque de passeur la plupart du temps, lui donne la balle au poste haut, et après ils font des écrans no porteurs. Donc là, moi j'adore ce style-là, parce que quand les écrans no porteurs ils sont bien pris, il y a plein d'options et c'est impossible à défendre. Et moi je trouve pas en fait qu'il ait manqué d'agressivité, parce que il apporte énormément dans son jeu de passe, dans sa fixation. Et au dernier quart-temps, les attaques de Denver étaient vraiment orientées pour que Jokic fixe au poste bas. Et là, il y a une prise à 2 de Utah. Et dans la prise à 2, il fait une bonne lecture. Je l'ai pas vu vraiment refuser des shoots. Il avait Gobert en face de lui, plus des prises à 2 derrière au quatrième quart-temps. Pour moi, Jokic, il fait le match qu'il doit faire. Franchement, il a pas, j'ai pas vu faire beaucoup d'erreurs. Il y a quelques passes qu'il a rendues à l'adversaire, mais quand on a un jeu de passe aussi élevé collectivement, il y a un risque d'avoir des pertes de balles. Mais pour moi, Jokic, c'est pas vraiment celui que je pointerais du doigt pour l'équipe de Denver. D'une manière générale, je vous relance sur Denver. Qu'est-ce qui a manqué? Et encore une fois, là, on va chercher les détails, parce que quand tu regardes le niveau de ces deux équipes-là, notamment sur ce match-là, ça joue à rien. Ils ont marqué pratiquement autant de paniers. Enfin, ça joue vraiment à rien. Qu'est-ce qui a manqué à Denver pour remporter ce match-là, selon vous? On repart sur le site avec Jean-Éric. Comment? Ouais, début de quatrième quart. Ils ont un gros trou d'air offensif. Ils font du 1 sur 11 ou 1 sur 12 pour commencer le quatrième quart. Et c'est là que ça se joue. Après Utah a pris de l'avance. Ils arrivent à revenir doucement. Mais en effet, derrière, c'est cuit. Et comme tu dis, Jokic est plus présent en attaque dans le quatrième quart-temps, parce que justement, l'équipe est en galère. Alors moi, je trouve pas qu'on l'ait pas vu. Je trouve que sa force, c'est qu'il est performant en étant discret. Voilà, c'est quand même la force des grands, on le voit pas, et puis il finit avec une ligne de stade de malade, et il pèse énormément sur le jeu. Mais ouais, moi j'ai l'impression que c'est vraiment le début de quatrième quart où il se fout dedans, un peu tout seul. Alors voilà, il leur manquait quelques joueurs, donc ça raccourcit le banc d'autant. Je pense que c'est un peu ça la chose. Bon, c'est pas dramatique, et objectivement, perdre contre une équipe d'Utah avec un mec qui est en feu comme ça, et on parlera de Clarkson après, mais Clarkson, il a aussi eu des séquences assez folles. Ça a rien d'infamant, quoi. Ouais, c'est sûr. Jean-Jo, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Il manquait Murray, et là ça se voit. Campazzo, c'est un bon joueur, hein, mais du coup, sur ce match, il était sur 10. Forcément, ça marche moins bien. Moi, il essaie de compenser, hein, il prend du rebond, il fait 9 passes, mais justement, c'est là où j'insiste sur Jokic, il manque Murray. Les tickets shoot, ils doivent être pris par quelqu'un d'autre. C'est pour ça. Alors oui, il pèse sur le match, il fait les choix justes, les bons, mais il va pas chercher son destin. Il cherche pas assez. Je sais pas, moi ça me gêne. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus au quatrième quart-temps, quand il est isolé au poste bas, qu'il y a Gobert sur lui de plus une prise à 2? J'ai envie de dire, j'ai presque pas envie qu'il force de tir, quoi. C'est pas évident. Sur le quatrième, je suis d'accord. Après, il se retrouve plein de fois. Enfin, c'est un mec qui est rempli de moves, qui a un toucher magnifique et qui shoot d'absolument partout. Joue tes gars, en fait. Arrête de chercher l'extra passe et joue tes mecs et va mettre tes points. On va retomber sur les mêmes problèmes que d'habitude, Jean-Jonathan. Le Hero Ball, ça ne gagne pas de match. On doit créer les conditions de l'amitié. Arrête avec tes conneries. Il joue pour l'équipe, il fait jouer l'équipe. Grâce à Jokic, Gordon donne l'impression de faire des trucs bien. On voit Gordon couper, recevoir des balles dans le timing. C'est parce qu'il a un bon meneur pivot en face. Voilà, ce mec qui était perdu pour le basket,
il revient là. Merci Jokic. Qu'est-ce que t'as contre Gordon tout d'un coup là? Qu'est-ce que t'arrives? Arrête tes conneries, Dis-moi, putain. Mais il a pas de main. Enfin, il a des jambes de fou, mais il a pas de bras. Voilà, c'est comme ça. Ouais, mais c'est bien. Gordon, Mais il a grâce à Jokic, mais c'est pas lui qui va te faire gagner des matchs. Non, mais c'est pas parce qu'un joueur ne tire pas à 3 points qu'il sait pas tirer à 3 points qu'il c'est pas un basketteur. C'est pas son rôle. C'est un bon slasher. Donc il ne shoot pas à 3 points. Quand tu sais pas shooter à 3 points, tu ne shootes Il en pas a à tiré 3 points. 3. Il en a tiré 3. Ça va. C'est beaucoup 3. Bah, je veux dire, à un moment donné, de la même manière, t'as McGee qui tente un shoot tête de raquette. Tout le monde le sait que c'est une mauvaise idée. Bon, bah, il fait sa bricasse de merde. 2-3 actions après, c'est Gobert qui tente, on en reparlera après, espèce de bras roulé foireux qui fait une bricasse de merde aussi. Voilà, à un moment donné, les gars, il y a des trucs que vous savez bien faire. Restez à ce que vous savez bien faire. Mais mets-lui une grosse patate dans sa bouche, tu vas voir après comme il va se calmer. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Austin Rivers? Ah putain, bonne surprise malheureusement, et ça fait mal de le dire. Hein. Je savais pas qu'en fait que Del Curry avait eu 3 fils, je croyais qu'il en avait eu que 2. Et et puis il est sur une séquence de malade le mec, hein. Il est sur un truc comme 17 sur 22 ou sur 23 à 3 points sur les derniers matchs quoi. Et il y a tout qui rentre. Ouais, il se fait plaisir, ça se voit, tu sens qu'il kiffe. Après, le gars, il était en état de grâce hein, sur un shoot à 3 points où il se pète un petit peu au niveau de la cuisse. Le gars glisse, il shoot quand même, ça rentre, magnifique, il rien pu lui arriver. Non, il a fait un bon match pour le coup. C'est vrai que on aime à le détester ce gars-là. Hein, mais vous voyez, ça pour moi, c'est un bon exemple de à quel point une adresse peut influencer la façon dont on voit la prestation d'un joueur. Il y a une grosse différence entre le mec a fait un bon match et le mec a mis des paniers. Pour moi, il y a une grosse différence. Et pour moi, Austin Rivers, et notamment dans le deuxième quart-temps, et d'ailleurs, allez, je vous l'annonce tout de suite, je vais vous faire une petite chronique sur Austin Rivers, spécial deuxième quart-temps. C'est une catastrophe. Il n'y a pas que les tirs. Il y a des, je vais vous montrer plus tard. J'ai des petites vidéos à vous montrer. C'était vraiment une catastrophe. Il a beaucoup joué parce que là, il manque Murray, il manque Barton. Il faut un arrière qui puisse créer du jeu et donc éventuellement se créer son tir. Mais quand on enlève le côté shoot et adresse, il a été adroit, je ne remets pas ça en question. Il coûte beaucoup à l'équipe. On en parlera un petit peu plus tard. La question maintenant... Ouais, vas-y. La seule chose qu'on attend de lui, c'est de mettre des paniers. Il est là pour mettre des paniers. Il met mais des si paniers. Tu mets le job, il est si tu rempli. Mais non, parce que si tu mets... j'espère que tu n'as jamais coaché d'équipe, Jean-Éric. Parce que si tu as un mec qui met des paniers et qui, derrière, coûte beaucoup plus parce qu'il défend pas, il revient pas en défense, ou alors il est perdu dans les rotations défensives, est-ce que c'est intéressant de le garder sur le terrain? Je dis pas qu'il faut des joueurs qui ne servent qu'à ça, mais lui, c'est son rôle. C'est son rôle dans l'équipe. Enfin, je veux dire, tu signes pas Austin Rivers en espérant qu'il défende, qu'il apporte un bon état d'esprit à ton collectif et qu'il fasse des passes. On sait qu'il sait pas, aucun des trois. Donc voilà, lui, ce qu'il sait faire, c'est mettre le ballon dans le cercle. Il l'a fait relativement bien. C'est vrai qu'après, c'est sûr que quand t'as un mec qui met 6 points et qui t'en coûte 10, bah, la balance, elle est pas bonne. Jusqu'où peuvent aller les Nuggets dans cette conférence Ouest? Jean-Éric qui s'enflammait un petit peu en disant qu'il pouvait aller en finale. Jean-Jo, qu'est-ce que t'en penses? On commence avec toi. Voilà, merci Jean-Jo. Genre de réponse, moi, qui m'agace considérablement. On passe à... Belle analyse. Non, mais si tu veux pas en parler, on n'est pas obligé. Je veux pas te forcer. C'est compliqué à dire parce que c'est pour ça qu'on te paye des millions aussi. Il faut que tu fasses une analyse, mais c'est compliqué. Non, ils peuvent battre tout le monde, mais ils peuvent se faire battre par tout le monde aussi. C'est pour prouver qu'on peut prendre de l'antibiotique dans le barouche. Belle analyse. Là, on est bien. Mais non, je sais pas. Moi, je les vois aller grand max en finale de conf. En finale de conf, mais je les vois pas du tout. Je les vois pas du tout en finale NBA. Ok, avant de te donner la parole, Jean-Éric, je précise juste que si la saison devait s'arrêter maintenant, ils joueraient contre Dallas au premier tour. Et au vu de leur qualité défensive sur les postes arrière, je me demande comment ils pourraient faire pour jouer contre Dallas. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Éric? Bah déjà, encore une fois, il manque... on va oublier Murray, parce que de toute façon, Murray reviendra pas. Oui, il reviendra pas. Mais ils auront le retour de Barton, qui peut éventuellement se donner là-dessus. Moi, je pense qu'ils peuvent aller en finale de conf, parce que tu dis Dallas premier tour, je pense que Dallas n'est pas un vrai problème pour eux, parce qu'à l'inverse, qui va défendre sur Jokic? Personne. Il va se faire plaisir, le garçon, et avec un 5 tall ball, quand on sait que Dallas n'est pas foutu de défendre dès que ça passe la ligne à 3 points, ça me semble compliqué. En demi de conf, ça sera Phoenix. Phoenix en demi de conf, c'est Chris Paul, donc c'est bon, ça passe pas. Donc ils iront en finale de conf, vraisemblablement. Après,
Moi, c'est vrai qu'une équipe avec une académie de jeu comme ça et de l'alternance, et puis faut être réaliste, quoi. Le mec, pour moi, c'est le MVP et je pense que je suis loin d'être le seul à penser la même chose. Jokic mérite d'être MVP sur cette saison. Intéressant. Ça me ferait plaisir de le voir loin et ça me ferait plaisir de revoir cette match-up Denver-Utah en finale de conf. Parce que ça voudrait dire que les mecs qui ont construit des équipes à base uniquement de pognon et sans trop de logique de collectif auront échoué avant, donc ça sera également une bonne nouvelle. Donc pour toi, il y a aussi le côté artisanal. Je me suis appelé sur le tas. Que tu veux mettre en avant, le côté le collectif. compagnonnage. Le collectif, et il me tarde de parler avec Jean-Jo d'Utah qui joue quasiment, sans vraie star offensive au moins, et qui met des plombs. Et avec moi, tu veux pas en parler? Bah, on est encore sur Denver, chérie. Non, mais tu veux en parler qu'avec Jean-Jo de ça? Disons que je pense avoir plus de points communs sur mon approche de le collectif pris sur la star avec toi qu'avec notre petit camarade qui, malgré son joli maillot, il a un beau maillot. Beaucoup de conneries. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Avant de passer à Denver, je propose qu'on fasse une chronique en transition, à moins qu'il y ait autre chose que vous vouliez dire sur Denver. Tu sais quoi? Comment on va faire la transition? Je vais parler d'Austin Rivers maintenant. Comme ça, on parle plus de Denver. J'ai offert. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé, je crois qu'il y a 3 ou 4 vidéos, juste une petite action par-ci par-là, pour mettre en avant tous les trucs que j'aime pas chez ce joueur-là, même s'il a mis des shoots. Allez, on y va. Top ordinateur. Son point fort, c'est le jeu de 1 contre 1. On va admirer une magnifique séquence de 1 contre 1 et surtout, regardez bien sa volonté de se battre sur le rebond offensif qui était à sa portée et évidemment derrière le repli défensif. J'espère que la vidéo va bien fonctionner. C'est parti. Alors, les petits 1 contre 1 en tête de raquette. Il attaque le cercle. Beau gosse. Rebond offensif. Ah non, repli défensif. Plus tard. Ok. Donc là, on voit une petite couillonnette sur l'attaque, le 1 contre 1 et le rebond offensif. On passe sur une super séquence 1 contre 1. Là, il est en train de deuxième carton. Hein, c'était magnifique. Il prend confiance. Il prend ses responsabilités. Regardez bien. Son point fort, c'est le 1 contre 1, fixation et passe précise pour ressortir et permettre à ses coéquipiers de voir la balle dans les bonnes conditions. Donc là, il va complètement refuser de jouer avec Porter, ça l'intéresse pas. Lui veut faire son 1 contre 1. C'est parti. Belle passe. Joli Austin. On passe ensuite à une belle séquence de 1 contre 1 avec une finition, pardon les gars, à montrer dans toutes les écoles de basket. Donc là, deuxième carton, c'était son rôle de fixer et de créer du jeu. Il veut pas l'écran, pas besoin, parce qu'il va nous faire un bon petit airball comme ça sur la finition. Et après, on voit qu'il est pas content. Il gueule contre l'arbitre. Et regardez bien, dernière séquence. En fait, c'est ce qui suit juste après ce airball. Donc là, on voit il gueule sur l'arbitre. Vous allez regarder le repli défensif qu'il fait. Prise d'initiative sur une prise à 2 sur Bogdanovic au poste bas qui est pris sur Gordon. Il n'y a aucun intérêt de la faire. Et surtout, régalez-vous sur la rotation défensive et le rebond défensif. C'est un bijou. Regardez ça. Donc là, il gueule sur l'arbitre. Forcément, c'est le dernier à revenir en défense. Bogdanovic qui a 2 doigts de se casser la gueule. Et là, on ne sait pas pourquoi. Prise à 2, aucun intérêt. Regardez bien la rotation à 2 à l'heure. Complètement. Et rebond défensif, box out. Non, pas besoin. Pas de problème. Et là, il est perdu. Son joueur est dans le coin. Il ne sait pas ce qui se passe. Il est complètement perdu. Il a de la chance que le tir est raté. Mais c'était carrément catastrophique. Ça, c'est la dernière séquence, pardon. Donc là, il y a Millsap qui va lui dire dégage, je reste en bas. Pas de problème. Là, évidemment, il devrait pas se faire driver. Mais regardez bien la rotation défensive. Il est prêt, hein. Il est prêt à venir défendre. Il est pas du tout en retard sur le tir de Bogdanovic. Tout s'est très bien passé. Voilà le type de truc dont il est responsable et la raison pour laquelle, même s'il a mis des paniers, pour moi, c'est pas un grand joueur de basket. Il a fait beaucoup de conneries. Des commentaires, des questions et des déclarations d'amour éventuellement. Alors, question. Pourquoi mange-t-on du pain? Est-ce qu'on peut avoir la même approche sur Porter Jr., qui est offensivement un monstre et qui est défensivement très Une catastrophe. Une catastrophe. Ça aurait pris trop de temps. Mais c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que moi, je suis très inquiet quand ils vont jouer contre des équipes avec des bons arrières et des bons meneurs. Ils vont être un peu dans la merde. Bogdanovic, avec le respect que j'ai pour lui, hein, ça va, c'est pas Kawhi Leonard. Là, le mec, il les a humiliés. Et c'était pas que du catch and shoot, il allait prendre ses propres shoots, il a humilié tout le monde. Le meilleur défenseur sur Bogdanovic c'était Millsap, mais comme il a 102 ans, il n'est pas en mesure de défendre sur lui trop longtemps. Il a humilié absolument tout le monde. On passe à Utah. Jean-Jo, à toi l'honneur.
qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe-là? On veut t'écouter. On veut t'écouter parce que c'est le type de basket que tu aimes. Donc on veut t'entendre par rapport au jeu des Non, moi, Utah m'énerve. T'es les Français? Oui, c'est Jean-Chef. Non, C'est écrit d'avance. non mais franchement, c'est relou. Bon alors, pas parler du match, mais des points qui m'ont plutôt énervé. Déjà, on a le cas Jordan Clarkson. Je supporte pas ce gars. C'est un croqueur monstrueux. Alors, premier quart-temps, il change la physionomie du match. Il te met 3 points de suite, là, absolument incroyable, et ça permet à Utah de rester dedans. Par contre, il est à 6 sur 14 au foot, à 3 points. Le mec, il lâche pas la gonfle, il te prend 20 shoots, 14 à 3 points parce qu'il en a mis 3 de suite, et il t'a permis à l'équipe de continuer, mais c'est pas possible. Ce mec, c'est une arnaque. Enfin, pour moi, c'est vraiment une arnaque. Il y a une expression de joie dans la phrase. Et ce qui m'énerve vraiment au plus haut point, c'est que Gobert ne touche pas la gonfle. Jamais. Il a des positions où il est seul en dessous du cercle à chaque fois. Il te demande la balle, il ouvre bien sur ses pics, et il a jamais la balle. Le seul qui lui passe, c'est Ingles. Il touche jamais une boule, jamais une balle. C'est chiant, c'est hyper frustrant parce que le gars, il passe ses matchs à poser des écrans. Alors, tu le vois, il pose des écrans, il pose des écrans, il ouvre. Alors ouais, ça libère du jeu, ça fait des décalages. Mais putain, derrière, donnez-lui un peu la balle, quoi. Il te prend 9 shoots encore sur le match. Il te tape une Jean-Jo, je te propose de te détendre un peu. Là, j'en ai plein le cul. Non, Bois un verre d'eau. Jean-Éric, et après, moi, je pense qu'on va rebondir sur ce que tu as dit. Jean-Éric, à toi l'honneur, vas-y. Ah, moi, ça y est, je suis énervé là. Faut arrêter de dire n'importe quoi, garçon. Tout le monde se calme. On va te plier en deux. Arrêtez de gueuler. Alors Clarkson, personnellement, je l'appréciais pas. Maintenant, on va dire les choses clairement. Le gars, il reste sur un match à plus de 30 points. Il est chaud comme la braise. A priori, il a arrêté les boîtes de nuit parce que de toute façon, à Mormonland, il y en a pas. Il va finir 6e homme de l'année, facile, finger in the nose. Le gars, ouais, attends, à un moment donné, offensivement, ils ont pas Mitchell, ils ont pas Conley. Mais bien Il va sûr. falloir que quelqu'un prenne les shoots. Donc, D'ailleurs, Bogdanovic, rapidement, pour moi, Clarkson, je suis pas fan de ce gars, hein, mais il a fait ce que Rivers était censé faire, en sortie de banc, en étant agressif, etc. Et sauf que pour moi, Clarkson, il a beaucoup mieux joué que Austin Rivers. Pardon. Et il apporte de l'intensité en plus. Enfin, tu vois, le mec, il apporte du hustle, quoi. Tu vois qu'il a envie de... Mais alors, si, il a envie de défendre. Non, on va le dire à voix haute, on n'a pas peur. Donc, ouais, c'est pareil, c'est un joueur que de base, j'apprécie pas. Mais je trouve que, voilà, il fait un super match et globalement, il fait une super saison. Sur 14 à 3 points. Sérieux, à quel moment il prend 14 shoots à 3 points en sortie de banc? Mais attends, mais 6 sur 14. C'est son rôle. 43%. 43%, c'est génial. Bien sûr. Quand t'as pas Mitchell et Conley, il te faut un arrière qui crée du jeu, parce que qui crée du jeu à Utah? C'est Ingles et Clarkson. Bogdanovic, c'est pas un créateur. Il a réussi à se créer des shoots, mais c'est pas lui qui crée du jeu pour l'équipe. Il faut qu'il y ait des gars qui fassent ça, tu vois. Clarkson, il crée du jeu pour lui. Il lâche pas la gonfle. Il la lâche jamais. Il te fait pas de passe, le gars. Il crée pour lui. Ouais. Okay. Il fait 8 passes, hein. Il fait 8 passes décisives. Hein. Ouais, c'est comme si les interceptions, ça signifiait défendre. Tu dis que tu n'es pas d'accord, mais tu ne dis pas c'est faux. Garçon, t'es le premier à ne jurer que par les stats. À un moment donné. 8 passes décisives, ça veut quand même dire qu'il a fait la passe à un mec qui a marqué. Là, par définition, il y en a 8 quand même. Et alors, vas-y, Jean-Éric continue. J'en joue pour un verre d'eau quand même. Petit verre d'eau. Pour Rudy Gobert, moi, il y a un truc qui, en fait, souvent ça me frustre en effet quand Gobert il prend pas beaucoup de shoots. Maintenant, j'adore ce mec et c'est un vrai dur au mal et c'est un guerrier et franchement moi il me fait plaisir et c'est bien qu'il soit pété de thunes. C'est génial d'avoir un Français qui fait 2 fois Deepoy, qui va peut-être l'être 3 fois, voilà. Tout parlons basket. Mais il n'a pas de jeu poste-bas. Il n'a pas de jeu de haut cercle. Il n'est bon que sur du cercle à cercle. Il colle son écran, il ouvre. S'il a dans le bon timing, il va faire un espèce d'Eurostep foireux grand pas et il va aller claquer la balle dans le cercle. Ou il va monter sur son gars après l'avoir bourriné avec un coup d'épaule. Mais de haut cercle, il a pas de finger roll, il a pas de shoot à mi-distance. Il a vachement progressé au lancer franc. Oui. Il provoque des fautes et il monte sur son gars. Voilà. Et c'est simple. Et on peut pas attendre plus de lui parce qu'il est pas capable de faire plus. Mais il le fait très bien, ce qu'il fait. Bon, mais il mérite quand même de toucher la balle en bas. Mais alors, je me permets de partager mon avis, même si tout le monde s'en fout. Bonsoir, je m'appelle Céline. Je pense que là, il y a une opposition de style entre Jokic et Gobert. Mais chacun
est excellent dans son rôle. Gobert, il fait un super match. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les deux pivots, ils ont un rôle de créateur, mais dans des styles complètement différents. Jokic, donc lui, il a la balle, il lit le jeu, il lit les écrans, il fait des super passes, voilà, et après, il va créer pour lui. Et Gobert, il crée énormément de jeux avec ses écrans, et quand il reçoit la balle derrière l'écran, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, Jean-Éric, il a fait une fois un finger roll tout pourri, voilà, t'es resté bloqué dessus, mais son rôle, c'est de créer après ça, il est très très fort, il récupère la balle, ses deux pieds sont au sol, il fait toujours la bonne passe. Ouais. Et moi, ce que j'aimerais voir comme statistique, et je l'ai pas trouvé d'ailleurs, ça m'agace, c'est ce qu'on appelle la passe hockey. C'est la passe c'est la passe qui amène la passe décisive. Et là, je suis sûr que Gobert, il a vraiment des stats intéressantes parce que quand il reçoit la balle après avoir ouvert, après l'écran, après avoir ouvert vers le cercle, il arrive toujours à trouver le bon gars, il fait vraiment des bonnes passes. En défense, comme par hasard, Jokic, il n'a pas marqué plus de 30 points. Il a contesté 9 tirs. Gobert, c'est celui qui a qui a contesté le plus de tirs. Il pèse énormément en défense, en attaque, il joue super juste. Évidemment, c'est pas Hakeem Olajuwon, il aura pas la balle poste bas pour faire des moves, mais c'est pas son jeu. Et je trouve que justement Utah a créé un style de jeu qui correspond parfaitement à Gobert, Ingles. Bon là il y avait pas Mitchell et Conley, mais Ingles qui lit très bien la prise d'écran, qui va ressortir derrière. Bogdanovic qui attaque les intervalles quand il y a un close-up en retard ou qui va tirer à 3 points. Gobert qui est parfait. Moi, je trouvais que c'était un basket super, super intelligent. Et ils ont un foufou dont le rôle est d'essayer d'allumer la mèche et de scorer à 3 points et de faire péter un plomb à tout le monde. C'est Clarkson. Et des fois, ça rentre et des fois, ça rentre pas. Je trouve qu'il y a un super équilibre dans cette équipe-là. Et j'ai hâte de les voir jouer avec Conley et Mitchell. Et pour moi, dans la prédiction, là maintenant, on va parler un petit peu plus de la conférence Ouest. Pour moi, ils sont largement au-dessus de Utah et pour moi, ils peuvent vraiment aller que Denver, excuse-moi, ils peuvent aller vraiment très très loin. Un dernier commentaire, mais éventuellement, est-ce qu'on peut parler, parce que là, le temps file, sur ce que vous pensez de Utah sur cette conférence Ouest, jusqu'où ils peuvent aller. Ce serait intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Jean-Jo, vas-y. Utah, c'est costaud, hein. Ça reste très costaud, même avec des absences, c'est très fort. À voir contre qui il tombe, mais je les vois pas aller en finale. Je les vois pareil. Je les vois à peu près comme. Moi, je les vois perdre en demi. Pourquoi? Contre qui? Je sais pas. Je vois pas cette équipe aller loin en play-off. En fait, je me dis qu'en saison régulière, voilà, ils ont l'équipe pour avancer, ça gagne des matchs, c'est très bien. Mais je sais pas s'ils ont les tueurs qu'il faut pour avancer en play-off. Je propose de vous lancer en partageant les questions de Seb sur notre groupe. Est-ce qu'après encore 100 meneurs, alors je lis la question. Est-ce qu'après encore 100 meneurs, ce match, on peut dire que Coach Q est Coach of the Year? Bon, vous avez traduit ça en français. Est-ce qu'après ce type de match et la performance de Utah sans meneur, vous pensez que Coach Q mérite d'être coach de l'année? Ça va se jouer entre lui et le coach de Phoenix, probablement. Monty Williams? C'est Monty Williams, ouais. Et Doc Rivers? Non? Doc Rivers, non? Thibodeau? Et Thibodeau, non? Non. Ah, d'accord. Il y a l'effet visuel. Déjà, Snyder, ça fait quelques années qu'il fait du super boulot avec Utah. Là, il les amène première place. Il devrait finir premier de la conférence Ouest, vraisemblablement. Alors, en effet, je vérifiais les classements. Je me suis trompé. Denver, ils sont 4e maintenant. Mais oui. Ouais, donc là, ça par contre, en effet, donc ça sera l'un ou l'autre en finale de compte. Ça sera pas les deux. Ah, mais donc j'avais raison. Oui, t'avais raison. Voilà. Donc. Mais oui, tout à fait, tu avais raison. Regarde, je l'ai dit et je le répète. Non, mais c'est pas ça. C'est que même moi, j'étais confus parce que j'avais plus le classement sous les yeux. Je sais pas pourquoi dans ma tête il était 3e. C'est pas sérieux. Hein. Ouais. C'est pas pro. Hein. C'est malheureux que je sois obligé de dire ça. Je pense. C'est pas sur ce match spécifiquement. Ça fait déjà, c'est le 5e match d'affilée, je crois, où Conley est pas là et où Ingles joue meneur. Je veux dire, Utah, c'est quand même la franchise qui est capable de te faire croire qu'avec un physique de nobody, tu peux être une star NBA. T'as Ingles. Ça te fait plaisir, ça, hein? Ça te rassure quelque part. Ça me touche. Non, parce qu'historiquement, il y avait Stockton et Hornacek quand même, qui étaient physiquement des bons pères de famille, quoi. Et là, t'as Ingles, t'as Bogdanovic, t'as Niang, des mecs qui clairement. Qu'est-ce que tu dis? Il aime bien Niang, il est content. Non, mais. Il dit qu'il est content. Non, le gars, il a été drafté 50e choix. Ouais. Incroyable. Ouais. Le gars, il est fier, incroyable cette équipe de Utah. Hein. Et ouais, attends, juste rapidement, Jean-Jo. c'est l'essence d'un coach de l'année, c'est possible ou pas?
Pardon? Coach Q, coach de l'année pour toi ou pas, Jean-Jo? Pour moi, les coachs, ça sert pas à grand chose. Donc, Waouh, ok, bah t'es viré. Par là. Merci beaucoup. Vous avez la carte du club TF1, un abonnement de 6 mois à Télépoche. Alors là, Non, putain, t'aurais dû me prévenir que t'allais dire un truc comme ça. T'es fou, toi. Un coach, ça sert à rien. Tu peux approfondir 2 secondes? Allez, on change de thème de l'émission. Jean-Jo, on t'écoute. Non, mais tu fermes sa gueule, non, arrête. Non, mais ça m'intéresse d'entendre ça, franchement. Non, mais je ne pense pas, c'est une blague, hein, vraiment. Ouais. Je suis rassuré. Non, en tout cas, l'essence d'un coach, c'est obtenir un jeu collectif. Il fait très bien jouer des mecs ensemble, et c'est ça. Il les fait défendre ensemble, même si là, ça s'est pas super vu, mais sur la saison, c'est quand même une des meilleures défenses de la ligue. Il les fait attaquer ensemble. Il exploite magnifiquement leurs points forts, et je pense que le meilleur exemple, c'est Gobert, qui en effet fait très bien ce qu'il fait, et hyper impactant, uniquement en jouant sur ce qu'il fait. Et donc pas en jouant poste bas, dos au cercle. Non, cette équipe, c'est propre, c'est carré. Et si derrière tu rajoutes Conley et Mitchell, bah, je veux dire, des mecs Conley, il a quand même énormément d'expérience. C'est un mec qui est sous-coté de toute sa carrière, genre. Voilà, ça sera hyper solide. Avec des joueurs de rôle du style O'Neal sur des missions défensives, Clarkson pour foutre un bordel en sortie de banc. Je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Même si j'adore le jeu collectif, et on en a déjà parlé plein de fois, le rôle du coach en NBA, c'est pas de faire un jeu collectif, c'est de gagner des matchs. Et malheureusement, c'est comme ça qu'évolue le jeu. Les talents individuels par moment sont tellement forts que le jeu collectif n'est pas forcément nécessaire pour gagner le titre. Exemple, Cleveland, quand ils ont gagné, il y a plein d'autres exemples comme ça dans la NBA. Mais pour moi, c'est pas aussi évident. D'ailleurs, je vais dire un truc qui va contre Coach Q, c'est que au final, justement, comme tu l'as dit, comme il a l'équipe depuis un moment, l'impact sur cette saison de Coach Q, il est limité comparé à, par exemple, Doc Rivers. Je sais qu'il y a beaucoup de rageux de Doc Rivers. Doc Rivers, il reprend l'équipe, sa première saison, et ils sont numéro 1 de la conférence Est, et Joel Embiid, il est en train de devenir complètement ouf. En partant de haut pour Doc Rivers. Philadelphie, ils étaient top 4 l'année dernière. Ouais, mais là, ils sont premiers quand même. C'est quand même une sacrée différence. Et pareil pour Tom Thibodeau. Moi, je pense qu'il mérite d'être dans la conversation. Il prend l'équipe. Ils n'étaient pas en playoff depuis 1912 et là ils arrivent à être 4e avec voilà. Ils coachent les Kings. Pour moi, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple cette élection. Je savais pas. On avait déjà entendu, il n'y avait pas besoin de répéter. Non, les gars, pour moi, la notion sur le coach, c'est la différence entre le coach et le manager. Et toi, qu'est-ce que tu branles, toi? Parce que présenté comme ça, il faut qu'on parle de Steve Nash. Parce que Brooklyn était quand même pas terrible l'année dernière, ils étaient 7-8 par là. Non, avec l'effectif, avec les nouveaux joueurs, maintenant, faut quand même rester cohérent. T'as une tu vas pas dire un progression. truc comme ça, t'es ouf ou quoi? Et Steve Nash, il ne coache pas, il manage, il gère des égos. Mais t'en sais rien. Y a pas tu te bases sur quoi pour dire ça? T'as écouté un podcast, t'as écouté un interview? Parce qu'il y a, mais c'est justement ce que je voulais te dire. C'est pas parce qu'il y a pas de système qu'il n'y a pas de coach. Il y a pas de fond de jeu. Ça veut pas dire qu'il coache pas. C'est Ballostar. Alors, ok, si construire une équipe, c'est les laisser faire n'importe quoi, on n'a qu'à dire que Jean-Jonathan sera un super coach, et puis on y est, quoi. Non, mais moi, je suis très sensible au style de jeu, mais c'est pas ce qui définit le succès d'un coach. C'est ça que je veux dire. Malheureusement, hein. Mais si vraiment tu regardais que des systèmes, etc., faut regarder l'Euroleague. En NBA, c'est un peu différent. Jean-Jo, hein. Utah. Pardon? Oui, bien sûr. Donc, toi, tu dis Utah, Jean-Jo, ils vont pas plus loin. Là, ils sont premiers. Deuxième tour, ils risquent de rencontrer, si ça s'arrête comme ça, ils risquent de rencontrer Denver. Ils vont jusqu'où, Utah? Non, mais faut voir le calendrier final. Ça peut évoluer encore ou pas? Ah ouais, ça peut évoluer encore un peu. Entre la 3e et 10e place à l'ouest, c'est le bordel. Donc, faut voir sur qui tombe, mais je les vois pas. Et là, ma question, c'est ça. C'est si la saison s'arrête aujourd'hui. Ouais. Ils iraient jusqu'où, selon toi? Après, j'ai dit tout à l'heure que Denver, pour moi, ça pouvait aller jusqu'en finale de conf. Donc, ok. Je peux pas dire que Utah, c'est la même chose. Non, je sais pas, c'est qui au premier tour, du coup? Utah, au premier tour, ça serait le 8. Hein. C'est le play-in, donc on sait pas. Ça va être... Écoute, s'il tombe sur les Lakers, au premier tour, il passe pas. La bonne blague. Allez, sur cette bonne blague, on va passer à la rubrique de Jean-Jo, ensuite la rubrique du docteur, et on mettra un terme à cette émission qui n'a pas fait avancer le public. Jean-Jo? Oui. Vas-y, t'avais des statistiques plutôt curieuses, plutôt farfelues à nous partager. Oupla, comment ça va l'équipe?
non, mais c'est pour le coup, c'est plutôt intéressant. Peut-être que vous allez connaître les joueurs dont je vais parler. Parce que là, clairement, la semaine dernière, merci Eric de faire plus de bruit pendant que je parle. Voilà, ouais. Lui, il s'en fout, il fait son truc de son côté, il cherche un emploi là, sur Internet, il s'en fout complètement de ce que tu dis. Alors, contrairement du coup à la semaine dernière, là j'ai gardé mon sujet parce que je l'ai trouvé à la fin du match justement. Et je me suis dit que j'allais aller déterrer quelques petites archives et surtout faire chier Jean-Éric parce que je sais très bien que les vieux, quand ils apprennent quelque chose des jeunes, ça les fait chier. Et c'est pour ça que je suis parti dans les archives. Justement. Parce que alors, j'ai un peu taffé quand même pour le coup, parce que il y a une stat, moi, qui m'a dérangé, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les on-shoot de Jokic. Bon, on va pas revenir dessus, mais on est sur le gars qui est potentiellement le futur MVP cette saison, et ça m'a intrigué, c'est là que je me suis demandé, tiens, qui sont les MVP qui ont le moins shooté au cours de leur carrière? Oh, on peut deviner un peu là ou... Ah bah, je vais vous poser la question. Le T'as tout prévu. Quand même, hein. Je travaille dur quand même, tu sais. Je mérite une promotion. Une fois par mois, mais tu travailles, c'est vrai. Alors, le plus ancien, alors j'ai mis de côté Bill Russell, volontairement, parce qu'on est sur un basket années 50, voilà, je voulais pas forcément parler de Bill Russell, mais du coup, le premier MVP qui shootait à peine 10,9 fois par match. Dans quelle décennie? Dans les années 60. 60? Ouais. Bah, Bill Russell. Non, 60, là. Dans les années 60? Fin des années 60, oui. Bon, voilà, tu reviens trop loin, frérot. Jerry West? Le MVP de la saison 68-69. Jabbar, il était... Non, il était pas là, Jabbar, encore. Non, qui a également été élu rookie de l'année, en plus d'être MVP, cette année-là. Mais c'est Charles Robertson? Non. Qui jouait pour les Baltimore Bullets à l'époque. Wilson Field. Presque. Alors c'est Wes Unseld. Wes Unseld qui a été élu MVP donc de la saison 68-69 en ne shootant que 10,9 fois par match. À titre de comparaison, Jokic shoot 18 tentatives lui par match aujourd'hui. Pas mal. Et ces stats sont compilés donc MVP de la saison avec 13,8 points. Attends, il a été rookie et MVP? Ouais, rookie c'est MVP. Énorme. 13,8 points par match, 18 rebonds et 2,6 passes. Et il a été élu MVP parce que son équipe a fait plus 21 victoires lors de son arrivée, en l'occurrence, même si ses stats sont pas folles. T'en as d'autres des joueurs comme ça dans les autres décennies? Il y en a un deuxième. Peut-être que vous allez le trouver, qui a shooté autant que Wes Unseld. Je vais pas vous donner trop d'indices. C'est un gars qui a été élu MVP 2 fois. Moses Malone. 10,8 shoots par match et 11,4 shoots par match. Non. C'est très récent. Alors, c'est très récent. On est année... Steve Nash. Ouais, c'est Steve Nash. Il tirait combien de fois par match? Steve Nash, double MVP. Donc, son premier titre de MVP, c'est 10,8 shoots par match. Wow. 15,5 points. Et son deuxième trophée, c'est 11,4 shoots pour 18,8 points par match. Waouh. Les saisons 2004, 2005 et 2005, 2006. Excellent. Excellent ta chronique, frérot. Merci. Ouais, j'ai kiffé. J'avais dit que ça allait te faire, j'avais dit quand même. J'ai tapé un petit peu mon truc, là, je me suis dit. Ah ouais, c'est pas mal du tout, Je te tutoie parce que t'es de l'amour en énergie. Donc comme quoi on peut être MVP en tentant pas énormément de tirs. Jean-Éric, on va passer à la chronique que tout le monde attend. C'est pour ça qu'on la met un peu à la fin, tu vois, c'est là où on gagne de l'argent. La chronique du docteur, effets spéciaux, Jean-Éric. C'est parti, la scène est à toi. Hop là, transformation. Alors, justement, je suis parti de la blessure de Murray. Jean-Jonathan, tu me rappelles la blessure de Murray? Le genou. Ah ouais, c'est vague. Voilà, donc il s'est fait les croisés. Donc c'est une blessure qui est assez classique au basket, les croisés. Outre le fait que ça justifie tout plein de mythomanes en mode j'ai failli passer pro, mais tu sais, les croisés, c'est surtout une aberration diagnostique. Parce que pour se faire réellement les croisés, il faudrait attaquer le genou à la tronçonneuse, quoi. Donc là, depuis tout à l'heure, je fais ça. Hein, c'est pas pour vous montrer que je parle super bien le langage des signes. C'est parce que se faire les croisés, ça existe pas en fait.
Donc anatomique, rapidement, je fais un petit rappel, vous maîtrisez ça, donc ça va aller très vite. Le pivot central de l'articulation fémoro-tibiale, qui est une bicondylaire complexe, est naturellement peu congruente, d'où les renforts des ménisques latéralement, est constitué par deux ligaments dits ligaments croisés. Le ligament croisé antérieur, ou le LCA, s'insère en proximal sur la face interne du condyle fémoral latéral, je savais que tu l'avais Mathias, et en distal en préspinal de l'espace intercondylaire du tibia. Il sert à stabiliser le genou en fin de flexion en limitant les rotations. L'autre ligament croisé, le ligament croisé postérieur, ou LCP, s'insère lui en proximal sur la partie antérolatérale du condyle médial du fémur, et en distal dans la fosse intercondylaire postérieure du tibia. Et donc vous voyez bien que sur les trajets, ils se croisent, d'où le nom de ligament croisé. C'est compliqué ce que je dis? Pas du tout. Le LCP limite le recul du tibia par rapport au fémur, c'est son rôle. Une fois qu'on a rappelé ces trucs basiques, niveau CE2, on comprend facilement qu'il y a uniquement un traumatisme à haute énergie qui permet une rupture du ligament croisé postérieur, c'est notamment les accidents de la voie publique avec un centre du tableau de bord, tandis que le LCA, le ligament croisé antérieur, lui rompt sur des mouvements en flexion varus rotation interne ou en flexion valgus rotation externe. Ainsi, c'est des blessures qu'on trouve chez les basketteurs, les footeux, les skieurs, et donc sont plutôt des ruptures du ligament croisé antérieur, et pas se faire les croiser. On se fait pas les croiser, on se fait une rupture du ligament croisé antérieur. Moi-même, d'ailleurs, qui était à 2 doigts d'exploser, je me suis fait une rupture du ligament croisé antérieur il y a 2 ans et demi. La NBA me tendait les bras, là, j'avais 36 ans, c'était fini. Mais rassure-toi, Jean-Jo, avec ta détente de 12 cm et tes 25 secondes au 100 mètres, la seule carrière pro que tu risquerais de rater, c'est celle de pilier de barre. Et sans croiser, tu peux encore lever le coude. Bravo. Bravo Jorek, merci beaucoup. Je crois que cette émission, petit à petit, elle est en train de devenir une émission uniquement de médecine. Je pense que c'est là où on rapporte le plus de valeur ajoutée à tout ça. Super, mais c'est important de préciser ce que c'est vraiment la blessure des ligaments croisés. Effectivement, bon là, t'as repartagé des bases que nous on connaît déjà, mais c'est vrai que pour l'audience, c'est bien de faire ces rappels-là. Un peu de vulgarisation, c'est important, je pense qu'il faut que tout le monde comprenne. C'est très important. Ok, super. Merci à vous, les gars, pour cette émission. On a fait le point sur Denver, Utah, 2 prétendants au titre de Conférence Ouest. Super échange. On a partagé pas mal de trucs. Merci à Seb pour nous avoir posé les questions. On remet ça la prochaine fois. La prochaine émission, ce sera une émission spéciale playoff et également lauréat. Je vous prends un peu au dépourvu, mais il faudra préparer ça dans une semaine. On fera un petit peu le point sur la saison et ce qui nous reste à venir. Merci à tous, les gars, pour cette émission.